Madame, monsieur, bienvenue. Il est 20h15. Voici vos infos du soir. Le lancement de la méga campagne de vaccination en Inde qui doit traiter 300 millions de personnes d'ici juillet. Cela donne ainsi le coup d'envoi du processus de livraison au Maroc des vaccins d'AstraZeneca produits dans ce pays. Les dernières précipitations permettront-elles d'éloigner le spectre d'une sécheresse dans la région du Souss? Nous répondrons à cette question dans notre enquête de la semaine en compagnie du ministre de tutelle Abdelkader Amara et ce soir, notre invité. Il va y avoir du sport dans InfoSoir Week-end, au sommaire de la chronique de Jamal Oualem, des arts martiaux, de la F1 et du foot. Et à la fin de cette édition, ne manquez pas l'interview d'Oum, l'artiste à la voix suave et au texte envoûtant. Et ce soir, notre invité, nous parlerons de son dernier album, Daba, et de ses futurs projets. Et on commence avec ce qui restera dans l'histoire comme la plus grande campagne de vaccination au monde, celle lancée ce matin contre le Covid-19 en Inde. Le pays le plus peuplé après la Chine et aussi le plus touché par la pandémie derrière les États-Unis. Ambition affichée, traiter en moins d'un mois les 30 millions de personnels soignants. Oussama Al-Baqali. C'est là le moment tant attendu par plus d'1,3 milliard de personnes. Le début de la campagne de vaccination indienne, ou comme l'a qualifié le Premier ministre Narendra Modi, la plus grande campagne de vaccination au monde. Et en chiffres, elle l'est, 300 millions de vaccinés d'ici juillet, avec en priorité 30 millions de personnels soignants. Je me sens bien parce que je suis ici depuis 2h30 maintenant et je n'ai ressenti aucune démangeaison, aucun mal de tête, aucune nervosité. Nous espérons que ces vaccins seront assez efficaces pour nous protéger contre le Covid. Nous avons bon espoir et nous sommes positifs à ce sujet. Après le personnel médical, c'est aux personnes présentant une vulnérabilité face au coronavirus et à celles dont l'âge dépasse 50 ans qui est donnée la priorité. Avec plus de 10 millions de cas depuis le début de la pandémie, l'Inde, deuxième pays le plus touché par le coronavirus, doit faire face également au scepticisme. Le vaccin est absolument sûr, il est efficace. J'en appelle donc aux gens pour qu'ils soient les premiers à ne pas avoir peur de se faire vacciner. 2 vaccins ont été choisis par New Delhi pour sa campagne titanesque, Covaxin, développé par le Conseil indien de la recherche médicale, et Covishield, le vaccin d'AstraZeneca Oxford. Si tous 2 sont produits sur le territoire indien, un autre défi de taille se dresse encore devant l'Inde, celui de la chaîne de froid. Et c'est d'Inde que doivent être expédiés les premiers vaccins d'AstraZeneca commandés par le Maroc. Un premier lot de 2 millions d'unités susceptible d'arriver à tout moment, comme l'affirmait hier le ministre de la Santé. En tout cas, dès qu'ils seront sur le sol marocain, il n'y aura plus qu'à déployer tout le dispositif déjà mis en place. Je vous propose justement d'en découvrir les détails avec Amina Ben Khalq. Ce centre de vaccination ouvrira bientôt ses portes, tout comme les 3050 stations fixes et 10 000 points mobiles mis en place. Un dispositif de taille prévu par le Maroc pour vacciner 25 millions de personnes en 2 temps, avec un taux de couverture vaccinale de 80% de la population. Pour y arriver, le Royaume se donne les moyens de son ambition en faisant l'acquisition de 66 millions de doses des vaccins d'AstraZeneca Oxford et de Sinopharm, mais aussi en mobilisant 24 700 personnes et plus de 6300 équipes pour la gestion de cette opération d'envergure. Une opération qui nécessite surtout le respect de la chaîne de froid, car les vaccins se conservent à très basse température pendant le transport et le stockage. Voilà pourquoi le Maroc a investi en plusieurs centaines d'armoires frigorifiques, de réfrigérateurs ou encore de caisses isothermes. Le Royaume ne laisse donc rien au hasard dans la gestion de cette vaste campagne de vaccination qui devrait permettre aux Marocains de retrouver une vie normale, sans crainte de contamination au coronavirus. Et dans ce contexte, la situation épidémiologique dans le Royaume semble toujours sous contrôle. Les dernières données du ministère de la Santé font apparaître 1240 nouveaux cas. En 24 heures, 1361 guérisons ont été recensées. Enfin, malheureusement, 23 personnes sont décédées. À présent, notre dossier en région qui nous emmène dans le Souss. La région est exposée au stress hydrique, c'est la plus exposée dans le royaume. Bien des nappes phréatiques ont été asséchées et les réserves dans les barrages ne suffisent plus à répondre à la demande. Nous avons donc saisi l'occasion de ces dernières précipitations pour faire un état de la situation. C'est une enquête de Rafiq Agoumed et Jazir Hamari.
Une pompe d'arrosage à sec des parcelles agricoles dépourvues d'irrigation. Cette scène, les agriculteurs de la région Souss-Massa en sont spectateurs depuis plus de 6 ans. Des années de sécheresse que les dernières pluies n'ont pas permis de pallier. Tous les feux sont au vert pour une bonne saison agricole. Mais le paradoxe que l'on vit dans la région est le manque énorme d'eau souterraine et d'eau de surface. Les dernières précipitations étaient très importantes. D'ailleurs, les barrages se sont remplis à hauteur de leur capacité. Malheureusement, une énorme quantité d'eau, des millions voire des milliards de mètres cubes se sont déversés à la mer. Des pluies diluviennes qui ne suffisent pas à répondre entre autres à la problématique de l'approvisionnement en eau potable. Souss-Massa a enregistré un stress hydrique de 60% durant les 3 dernières années, des chiffres qui poussent à agir. Malgré des oueds en crue comme Oued Souss dernièrement, l'eau est gaspillée et gâchée. La région se doit de préserver chaque goutte d'eau. La technique qui existe, c'est alimenter, renforcer la recharge de la nappe via la réalisation de seuils pour freiner, retarder les écoulements horizontaux et favoriser les écoulements verticaux vers la nappe. La capacité de stockage des 8 barrages de la région devrait également évoluer pour atteindre le milliard de mètres cubes. Dans le cadre du programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027, ce projet verra le jour après la mise en service du barrage Sidi Abdallah. Et direction Rabat, où nous retrouvons le ministre de l'eau, mais aussi de l'équipement, du transport et de la logistique. Abdelkader Amara, bonsoir. Est-ce que les dernières précipitations éloignent la région Souss-Massa du scénario catastrophe qui lui était promis en matière de sécheresse au cours de cette décennie ? Écoutez, moi je suis très optimiste. Je pense que ce dernier épisode pluvieux va nous permettre justement de faire la soudure avec le démarrage du dessalement qui est prévu dans sa branche eau potable courant du mois d'avril 2021 et quelques mois après la branche irrigation. Donc c'est très important cet épisode pluvieux. Je prends pour témoin la comparaison des chiffres qu'on avait l'année passée. On était pratiquement entre septembre 2019 et le 14 janvier 2020, pratiquement 18 millions de mètres cubes d'apport. La même période, entre septembre et 14 janvier 2021, on est pratiquement à 197 millions de mètres cubes, soit pratiquement 11 fois. Monsieur le ministre, en dépit de ces dernières précipitations, même si on comprend qu'elles sont assez importantes, le taux national de remplissage des barrages du Royaume est inférieur à ce qu'il était à la même période de l'année dernière. Diriez-vous que la situation est préoccupante malgré tout pour le Maroc ? Oui, alors effectivement, faites la comparaison. Nous, on a tendance à faire une comparaison avec une année moyenne. Une année moyenne, ça se calcule sur 30 années. Effectivement, c'est assez préoccupant, mais je dirais que c'est toujours sous contrôle parce qu'il ne faut pas perdre de vue que le Maroc a toujours connu des cycles humides et des cycles secs. Donc, quand on voit un petit peu le démarrage de cette année en comparaison avec l'année passée, si vous voulez, on est quand même à plus de 2 milliards de mètres cubes versus 1,730 milliard l'année passée. Donc on est, je pourrais dire que cela augure d'une bonne année hydrologique et d'une bonne année agricole. Abdelkader Amara, le Royaume dispose de 3500 km de littoral et donc des étendues d'or bleu qu'il faut cependant traiter. Est-ce que la sécurité de l'approvisionnement en eau potable passe désormais dans le Royaume par le dessalement de l'eau de mer, à l'instar de ces stations qui sont en cours de réalisation, notamment à Laayoune, Agadir ou Casablanca ? Alors écoutez, cette question d'approvisionnement, en fait, elle obéit à une stratégie. En fait, ce n'est pas une navigation à vue. C'est-à-dire que vous avez grosso modo, pour résumer, vous avez un petit peu les sources conventionnelles, c'est la mobilisation des eaux de surface, essentiellement par les barrages. Et en la matière, le Maroc a été toujours pionnier. On termine 2020 avec une capacité de stockage de 19 milliards. 2021, on serait à 20 milliards. On s'est fixé un cap d'atteindre les 32 milliards via le programme 2027 qui a été lancé par Sa Majesté l'Insro, mais également via le programme national de l'eau qui court de 2020 à 2050. Alors, dans les sources non conventionnelles, vous avez le dessalement. Alors, le Maroc, jadis, faisait le dessalement surtout pour les provinces du Sud, à leur tête Laayoune, mais récemment, on a mis en exploitation une usine de dessalement Al-Husima.
Sous peu, nous aurons le dessalement de Agadir et de Chouka Itbaha. J'ai déjà annoncé qu'on est en train de préparer le grand dessalement de Casablanca. Donc effectivement, c'est important parce que c'est une diversification des sources d'approvisionnement. Et nous avons également une petite source qui est la réutilisation des eaux usées, notamment pour les espaces verts et pour les golfs. Mais bien sûr, c'est important de mobiliser de l'eau. Nous le ferons. De toutes les façons, il n'y a pas de problème. Notre stratégie elle est assez ficelée. Mais nous agissons également sur la demande. Il faut optimiser l'utilisation de l'eau potable, il faut optimiser l'utilisation de l'eau agricole, il faut optimiser l'eau industrielle. Et c'est comme ça que nous arrivons justement à avoir l'équilibre, cet équilibre important justement pour cette denrée qui est une denrée très sensible et névralgique. Merci beaucoup, monsieur le ministre Abdelkader Amara. Je rappelle que vous êtes ministre de l'eau, mais aussi de l'équipement, du transport, de la logistique. Également, merci d'avoir répondu à l'invitation d'InfoSoir Week-end. Et merci aussi à Hicham Bahlaouen, Hamid Zahraoui, Adil Znebar et Youssef Sahimi qui ont assuré ce duplex. Le défi de l'approvisionnement en eau potable qui se pose de manière aiguë aux quatre coins du continent, notamment dans le sud de Madagascar où une terrible sécheresse fait rage pour la 3e année consécutive. C'est la première info de ce tour de l'Afrique en 80 secondes, piloté par Rita Saha. Des milliers de kilomètres de terres arides, dépourvues d'eau. Depuis plusieurs mois, le sud de Madagascar est frappé par une violente sécheresse qui a anéanti les récoltes. Selon le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, près d'1 400 000 Malgaches meurent de faim. Aujourd'hui, 500 000 personnes bénéficient d'une aide alimentaire. Le PAM espère multiplier ce nombre par 2. En Ouganda, Yoweri Museveni vient de remporter son 6e mandat avec plus de 58% des voix devant son principal rival Bobi Wine et le candidat âgé de 76 ans, président depuis 1986 qui a pour slogan « Pour toujours, ne compte pas abdiquer ». Lors de ce scrutin, plus de 10 millions d'Ougandais se sont rendus aux urnes. Si cette statue de Patrice Lumumba est à l'abandon, sa mémoire restera gravée dans les esprits des Congolais. Il y a 60 ans, c'est dans la région du Katanga que le Premier ministre de l'époque, militant anticolonialisme, était assassiné. Ce week-end, la RDC lui rend hommage, ainsi qu'à Laurent Désiré Kabila. L'ancien président de la République, tué il y a 20 ans jour pour jour, était lui aussi considéré comme un héros national. En région parisienne, les recherches s'accélèrent pour tenter de localiser Diarisso. Tout au long de la semaine, les étudiants, notamment issus de la communauté sénégalaise, ont distribué des milliers de flyers pour retrouver celle qu'ils appellent leur sœur, disparue le 4 janvier dernier. Une mobilisation qui se poursuit également sur les réseaux sociaux. Vous êtes bien dans InfoSoir Week-end, ne zappez surtout pas. Dans un instant, vous découvrirez le portrait surprenant d'un jeune Ougandais passionné d'aviation. Vous suivrez la chronique Coup de poing de Jamal Oualam qui nous donnera des nouvelles de l'ex-judoka Rizlan Zouak. Et enfin, nous parlerons musique, partage et résilience avec l'artiste Oum qui est ce soir notre invité. Mais avant cela, je vous propose de prendre part à une séance de nettoyage émotionnel. Des coachs proposent en effet de vous aider à vous libérer de toutes les pensées et autres ressentis négatifs. Autant d'éléments néfastes qui pèsent sur le corps et l'esprit. Soumyette Doheimi a assisté pour nous à une séance. Libérez-vous complètement, on ferme les yeux. Rappelez-vous de tout choc émotionnel qui vous a fait mal. Expérience négative du passé. Quelqu'un qui vous a fait mal. On fait libérer toutes les pensées négatives. Depuis notre enfance, on souffre de plusieurs expériences négatives, des chocs, et c'est tout à fait naturel. Ce qui n'est pas naturel, c'est d'extérioriser ces émotions, c'est extérioriser une émotion négative telle que la colère, la peur, la tristesse. Vous allez extérioriser toutes les émotions négatives, toutes les énergies négatives que vous avez eues au passé, tous qu'on a fait et qui nous a fait mal. Pour moi, un vrai nettoyage et une vraie libération. Et on se sent carrément comme un nouveau-né. On rentre au cercle lourd et on ressort libéré. Mes jambes sont en train de sourire. Tout mon corps est en train de sourire. Mes cellules sont en train de sourire. Mes cellules se régénèrent. Elles sont pétillantes, joyeuses. Elles sont en train de se renouveler.
Voilà, après ce moment de détente, ce portrait de la semaine, un profil littéralement extraordinaire. Shema Graham est un petit garçon de 7 ans et depuis qu'il a été témoin d'un incident de vol au-dessus de la maison de sa grand-mère, ce jeune Ougandais rêve d'être pilote. Et même s'il n'a pas encore l'âge, il dispose de tous les agréments, vous allez le voir, d'un as du pilotage. Son histoire nous est racontée par Mamadou Dieye. À tout juste 7 ans, ce jeune Ougandais n'a qu'un seul rêve, devenir pilote. Graham Shema nourrit cette ambition depuis ses 3 ans, un rêve associé à une histoire des plus atypiques. When I was 3 years, I watched a helicopter crashed on my grandmother's roof, so I got interested about piloting. Devenu un symbole pour son pays, ce petit garçon a déjà volé 3 fois en qualité de stagiaire, de quoi rendre fier parents et encadrants. Likes what he does. He has an extremely exceptional determination about aviation. And actually, when I saw that in him, I was so impressed that it kept me coming to meet him every other day. Once you see some talent, once you see a kid loves something, don't force them to do something they don't like. Because if you want to be successful, do something you love. Shema, qui voit déjà son avenir dans les airs, souhaite dans quelques années piloter les avions commerciaux ougandais. D'ailleurs, l'industrie aéronautique du pays est en pleine relance pour se positionner dans le marché sous-régional de l'Afrique de l'Est. Sans transition, l'année qui commence bien mal pour le coach argentin Mauricio Pochettino. Dans quelques minutes, son équipe de Paris Saint-Germain affronte le club d'Angers. Mais il ne sera pas sur le banc. Et pour cause, l'entraîneur a été testé positif au coronavirus. Contraint au confinement, il a été placé à l'isolement et sera remplacé par ses adjoints. Son masque n'est jamais très loin, même quand il nous parle de sport. Bien évidemment, vous avez reconnu Jamel Oualem. Bonsoir Jamel. Bonsoir Wadir. Et vous commencez avec une femme qui marque des points. Tout à fait Wadir, elle s'appelle Rizlen Zouark. Elle va retourner sur les rings après 32 longs mois d'attente. La combattante de MMA va croiser le fer le 30 janvier prochain avec la Slovaque Lucia Chabova. Rizlen Zouark, c'est une histoire extraordinaire. C'est une ancienne championne d'Afrique de judo. Elle a participé aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 et à Rio de Janeiro en 2016. Et puis en 2017, elle décide de se reconvertir dans le MMA. La championne marocaine originaire de Dijon en France a disputé 4 combats pour 3 KO et une seule défaite, la dernière en juillet 2018. Depuis cette date, tous ces combats ont été repoussés 1 à 1, mais la lionne de l'Atlas n'a pas lâché, elle a continué à s'entraîner d'arrache-pied. Elle est donc très heureuse de retrouver les rings. Elle nous l'a dit dans ce message qu'elle a réservé pour vous, chers téléspectateurs de 2M. On l'écoute. Salam alaikum, bonne nouvelle, enfin je combats. Franchement, je suis trop heureuse, trop contente. J'ai représenté le Maroc comme d'habitude, fière de l'être. Et je voulais tous vous remercier pour votre soutien. Merci à tous et rendez-vous le 30 janvier. Rendez-vous est pris, le drapeau à damier. Décidément, j'arrive pas à le dire, même à la répète, c'était comme ça. Va bientôt s'agiter de nouveau sur les circuits de F1. Et oui, Wadir, la Formule 1 version 2021 va débuter sa saison au Bahreïn du 26 au 28 mars prochain. Conséquence, eh bien, les Grands Prix d'Australie et de Chine sont reportés. La course de Melbourne se disputera des 18 au 21 novembre prochain, tandis qu'une date ultérieure sera communiquée pour le Grand Prix de Chine. La saison compte 23 dates avec le retour tant attendu du mythique Grand Prix d'Imola en Italie le 18 avril prochain. Toutes les révisions sont bien sûr soumises à l'approbation du Conseil mondial du sport automobile. Plus facile à dire, à présent, ce coup de sang qui a provoqué un coup de gueule. Et oui, Wadir, en ce moment, c'est la période des transferts en Europe. Donc c'est une période qui est parfois difficile, il faut le dire, pour les clubs, les entraîneurs et les joueurs. En Belgique, dans le club du Royal Antwerp, le milieu camerounais Didier Lamkelze a décidé de faire le forcing pour partir. Il a donc fait la grève de l'entraînement et un autre jour, il s'est présenté avec le maillot du club rival sur son dos. Vous le voyez derrière moi, là, c'est le maillot mauve d'Anderlecht. Ça l'a provoqué bien sûr un tollé dans le club anversois. Le joueur s'est excusé, il a été envoyé s'entraîner avec l'équipe réserve et les supporters ont envahi la pelouse pour lui demander des explications sur ce geste. Quant à ses coéquipiers, ils ont tout bonnement refusé ses excuses. Certains ont même témoigné anonymement dans le journal local en se disant « c'est lui ou moi ». Sacrée ambiance, on va dire. Ouais, imaginez qu'on aille présenter les infos sur une autre chaîne. Il y aurait à peu près la même réaction des téléspectateurs. J'imagine. Merci beaucoup Jamel et à demain pour l'Actu Sport.
Un coup de chapeau maintenant à Najet El Hachmi. L'auteur maroco-espagnol vient de décrocher le prestigieux prix Nadal dans sa 77e édition pour un ouvrage intitulé El lunes nos querrán. Lundi, ils nous aimeront en version française. Née à Nador, l'écrivaine est installée depuis l'âge de 8 ans en Catalogne, d'où elle a répondu à nos questions. Regardez, écoutez. Bueno, todos los premios son importantes porque nos permiten algo. Bonsoir, merci. Tous les prix sont importants parce qu'ils nous permettent, à nous, écrivains, d'atteindre nos lecteurs. Dans ce cas précisément, le prix Nadal a une particularité. C'est l'une des distinctions en castillan les plus anciennes qui existent. Et puis, beaucoup de grands auteurs ont reçu ce prix. Je suis très heureuse d'avoir eu le privilège de le recevoir. Oui, la recherche de la liberté, je pense que c'est l'un des principaux thèmes que je traite dans mon œuvre, car il y a plusieurs types d'écrivains. Je fais partie de ceux qui écrivent un peu en fonction du mal-être que je vois de très près. J'écris sur la souffrance des personnes dans la vie réelle et je pense que l'une des sources les plus importantes de la souffrance, c'est précisément ce manque de liberté que subit une partie importante des femmes. Hay muchas mujeres que están realmente muy solas en ese camino. Il y a beaucoup de femmes qui sont réellement seules, très seules sur ce chemin, celui de la conquête de la liberté. J'ai donc décidé de leur dédier ce livre pour qu'elles puissent voir que leurs expériences ne sont pas isolées, mais que nous sommes plusieurs à être sur ce chemin. C'est surtout aussi pour qu'elles comprennent que même si parfois c'est douloureux et qu'elle paye cher le prix de cette conquête, eh bien, ça en vaut la peine. Une autre ambassadrice des arts et de la culture, sa voix douce chatouille notre ouïe depuis plus d'une décennie. De Casa, où elle est née, à Marrakech, où elle a grandi, en passant par le reste de la planète, n'a de cesse de chanter l'espoir, la paix, l'amour et sa croyance en l'humanité avec des titres comme Talagelt, Lia, Nia ou Lik. Alias El Reitz Ben Sahraoui raconte aussi la vie de femme du monde. Une femme qui n'a pas de temps à perdre, comme elle le laisse entendre dans l'un de ses derniers morceaux, Daba. Et Daba, c'est tout de suite même que l'on retrouve Bonsoir très heureux de vous accueillir dans notre nouveau studio que vous avez particulièrement apprécié tout à l'heure lorsque on a fait les répètes. En tout cas, on est très heureux de vous accueillir. Un mot sur ce titre, Daba. Vous l'avez sorti quelques mois à peine avant la pandémie et le confinement. Vous avez une prémonition ? Je ne sais pas si j'avais une prémonition. En tout cas, le Daba, c'était pour dire un peu l'état de l'être, de mon être, à ce moment-là. Quelque temps après avoir eu 40 ans, j'ai voulu m'intéresser à m'observer, observer ce qui m'entoure et voir ce qui s'y passait. Riche de pas mal de voyages, aussi de voir des contraintes qui existent entre les pays, des injustices comme ça. Et donc c'est ça que j'ai voulu décrire en fait dans Daba. Et puis tout d'un coup est venue la pandémie. Nous avions juste commencé à une tournée internationale en fait et qui s'est évidemment malheureusement arrêtée en mars. On a eu quand même beaucoup de chance parce qu'on a pu reprendre quelques concerts qui ont été reportés au mois d'octobre en France et jusqu'au 17 octobre, date du deuxième confinement. Et donc ça s'est arrêté. Mais vous en aviez aussi profité pour vous évader un petit peu parce que cet album, vous l'avez enregistré à l'étranger, en Allemagne. Pourquoi ? À Berlin.
Berlin était une belle adresse parce que dans cet album, on a voulu un peu associer pour une fois des sons plus synthétiques, plus électroniques. Et Berlin est connu pour sa scène électronique et aussi pour son oreille fine et capable justement d'associer des sons acoustiques, des sons tribaux traditionnels avec de la musique électronique. Donc c'est pour ça Berlin. Et puis c'est une superbe ville, c'était aussi... La musique nous fait voyager, nous fait apprendre, donc quand on peut... Quand on sort un album qui s'appelle Daba avec un titre qui porte le même nom et qu'on se retrouve enfermé chez soi, on n'est pas un peu frustré alors qu'on prône justement ce désir de vivre l'instant présent? L'album Daba, c'est pas vraiment pour vivre l'instant présent, c'est pour être attentif à l'instant présent et à soi et à être responsable aussi de ses actes. C'est parce que dans Daba se construit demain. C'est parce qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant pour réussir demain. Ce n'était pas vraiment pour s'amuser ou profiter du moment présent. Mais vivre quand même, malgré tout. Vivre, mais avec le plus de justesse possible, en fait. C'est ça l'idée. Je pense que faire un album d'Abba ou n'importe quel album ou d'ailleurs n'importe quel métier, on se retrouve frustré avec la prison qui vient à domicile depuis cette pandémie. Mais ce n'est pas pour autant, je pense que les créatifs se sont arrêtés. Bien au contraire, je pense que ça a quand même remué pas mal de choses en nous et qu'on a essayé de dire d'une façon ou d'une autre à travers d'autres projets. Alors justement, on le sent dans ce que vous dites, vous faites partie de ces personnes qui considèrent que cette pandémie, le confinement n'a pas eu que des mauvais côtés. Il a permis à cette nature de se reposer, ça a permis aux choses de se régénérer. C'est votre fibre écolo qui s'exprime ? C'est ma fibre humaine, je ne sais pas, je pense que quand on ne sait plus s'arrêter, il y a quelque chose qui vient nous forcer à nous arrêter, à observer ce qu'on fait, à essayer de s'améliorer, en tout cas à s'approcher d'une version meilleure de soi-même sur un plan individuel, mais aussi au niveau des sociétés, au niveau du monde. Et ça vous a permis, ce confinement, d'être particulièrement productive, de continuer à créer, à penser, à imaginer, à écrire ? À vrai dire, au départ, c'était un peu compliqué pour moi parce que l'album d'Abba venait de sortir et donc je n'étais pas capable d'aller plus vite dans le processus et de me dire qu'est-ce que je vais écrire maintenant, c'est quoi la suite. Je ne pouvais pas faire un disque pour moi parce que j'avais encore ce Daba à dire, à faire vivre, à raconter, à chanter, à faire tourner et ça s'est arrêté brusquement. Mais j'ai eu l'occasion, la chance, de travailler sur d'autres projets avant de me reconcentrer sur ce qui se passait en moi et de passer à un autre projet personnel. Et j'ai eu l'occasion de travailler sur un court-métrage qui s'appelle Mehjouba avec une réalisatrice marocaine qui s'appelle Asma El Moudir. Et en fait, c'est la productrice Lamia Shraibi qui a eu la brillante idée de rassembler un hub d'artistes, de créatifs, des réalisateurs, des illustratrices, des musiciens, musiciennes. Et l'idée, donc le projet, c'est de faire un film bus fait à base de plusieurs courts-métrages et qui s'appelle Et après. Et en fait, l'idée, c'était de se mettre en binôme, en trinôme et de raconter chacun à sa manière dans un court-métrage, quelque chose qui nous avait marqué. Et Asma El Moudir a fait un merveilleux court-métrage sur la violence faite aux femmes, en fait. Et j'y ai contribué, en fait, en faisant des musiques et du texte. Les violences faites aux femmes qui ont beaucoup augmenté pendant le confinement. Et à l'encontre aussi de toutes les personnes vulnérables, notamment les enfants ou les personnes handicapées auxquelles on pense. À propos d'échanges et de partage, vous avez aussi participé à un projet qui vient de se concrétiser, qui s'appelle L'Afrique a chanté. On va voir quelques images de l'une des vidéos que vous avez faites. Un mot sur ce projet-là, en quoi ça a consisté ? Alors, c'est une chorale pédagogique, en fait. Le projet est initié par Radio France et le ministère de l'Éducation nationale français. Et ils ont choisi, en fait, 6 artistes du continent africain. J'ai été sélectionnée pour représenter le nord du continent. Et l'idée, en fait, c'est de proposer 1 à 2 chansons à des enfants de 9 ou 15 ans dans tous les établissements de l'enseignement français dans le monde et de leur faire rencontrer l'Afrique à travers ses musiques, ses rythmes, mais aussi ses dialectes. Donc, j'y ai participé avec une chanson en tamazight et en français, Kemmi, qui d'ailleurs que j'ai adaptée de mon album Daba, et une chanson que j'ai écrite et composée spécialement pour le projet qui s'appelle Shababi. Ça serait bien de décliner tout ça au Maroc également et dans les écoles marocaines. Tout à fait. En tout cas, les écoles françaises du Maroc y auront droit. Et de toute façon, il y a un site internet qui s'appelle Vox Radio France. C'est accessible. C'est accessible. Il y a tous les éléments pédagogiques, les paroles, les tutos, les vidéos, tout ça.
Une toute dernière question, en quelques mots, sur vos projets. On le disait, vous avez continué à produire et il y a notamment un travail en binôme, en duo que vous êtes en train de faire aboutir. Oui, Wadi, il y a un travail qui est en cours et qui est venu justement des émotions et des états qui nous ont traversés, qui continuent de nous traverser avec cette pandémie. Je le fais en duo avec mon ami musicien cubain Carlos Mejillas et c'est un projet de musique purement électronique et qui justement raconte ces états qui nous traversent. Inexplicables et qu'on revisite incessamment et qui tournent un peu en boucle. On peut en citer par exemple quelques-uns, la peur, la confusion, l'euphorie et toutes ces sensations et ces hal finalement, ces états qui nous ont traversés et qui continuent. En tout cas, je parle de mon expérience personnelle et on essaye d'en faire quelque chose d'assez conceptuel et d'expérimental, vraiment sans prétention pour donner vie aussi à ces êtres de nous qui sont dans l'incertitude. Et qu'on pourrait peut-être découvrir et dans la transformation. Alors justement, c'est pas un album qui va sortir comme tel, mais c'est un projet qui se destine uniquement à la scène pour justement donner l'occasion d'improviser, de le refaire. La fin de la pandémie oui. Et voilà, et on a hâte en tout cas de vous voir sur scène. Merci infiniment, Merci en tout cas, avant de vous retrouver sur scène, d'être venu sur le plateau d'InfoSoir Weekend et on vous dit à très bientôt alors. J'espère. Merci beaucoup. Wadier. Il me reste à vous rappeler les principales informations de ce samedi 16 janvier. Le coup d'envoi de la méga campagne de vaccination en Inde contre le Covid-19, une opération qui marque également le lancement du processus de livraison des premiers vaccins pour le Maroc, produits dans une usine indienne. Le Maroc devra continuer à faire des efforts pour prévenir les effets de la sécheresse en dépit des dernières précipitations. C'est ce que nous a dit Abdelkader Amara, le ministre de tutelle, qui était ce soir notre invité. Et vous avez pu suivre les premières réactions dans les médias marocains de l'auteur maroco-espagnol Najat El Hachmi, lauréate du prestigieux prix littéraire Nadal pour son dernier roman El Lunes Nos Querrán. Dans un instant, que du sport, suivi d'El Messaïa présenté par Hossein Ouzik, juste après votre soirée artistique. Demain, nous recevrons dans InfoSoir Weekend l'actrice Esma Khamlichi. Rendez-vous est donc pris ce dimanche, même heure, même endroit.